dimanche, bienvenue et bonjour. Merci de votre fidélité à e-radio et à l'Air du temps. Vous êtes psychothérapeute. Qu'est-ce qui explique au Sénégal aujourd'hui que chacun se croit dans son droit de faire ce qu'il veut et que personne ne fait rien du tout? Excusez-moi du terme, il faut l'utiliser. Le je m'en foutisme ambiant dans ce pays. Où chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Et écoutez, nous l'avons tous constaté. L'indiscipline généralisée dans ce pays. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux. On la constate dans les rues. Que ce soit la circulation, c'est le désordre le plus total. Je ne parle pas des embouteillages. On peut dire que les embouteillages, il y a le nombre de voitures qui augmente, etc. Cher, oui. Mais il y a le comportement dans la circulation. Les gens qui font du n'importe quoi, mais en risquant même leur vie ou la vie des autres. Bon, mais c'est également les agressions commises par des jeunes à moto, etc., etc. Les femmes qui sont dans l'insécurité la plus totale. Mais écoutez, les manifestations de l'indiscipline sont tellement généralisées, notoires que, ma foi, nous ne pouvons que... Et tout le monde constate, tout le monde déplore. On prend de temps en temps une mesure qui, ma foi, faute de suivi, va, ma foi, aller dans les tiroirs, comme très souvent c'est le cas ici. Mais qu'est-ce qui explique que le Sénégalais se croit dans son droit de faire ce qu'il veut et que rien ne lui arrive? Mais rien ne lui arrive parce que, simplement, il n'y a pas une volonté politique de gérer la société dans ses différents compartiments. Une société, on la pense, on lui fixe des objectifs, on évalue les résultats des différents projets et on sanctionne positivement ou négativement. Ici, nous avons d'abord une société, la société sénégalaise, celle que nous voyons ici à Dakar, elle est déjà, il y a tous les, ma foi, tous les niveaux. Du sommet, les hommes politiques, la haute administration, le secteur privé avec ses cadres, etc. Mais il y a surtout l'immense majorité de la population. L'immense majorité de la population, c'est quoi? Mais c'est des gens analphabètes. Des gens qui, ma foi, mangent un repas sur 2 ou 3. Des gens fatigués, qui n'ont pas de logement, etc., etc. Et des gens qui souvent sont issus du milieu rural depuis plus ou moins longtemps et n'ont jamais reçu une éducation sur comment se comporter en société. Parce que la société du village n'est pas celle des villes. Or, quand vous prenez le même individu, vous le remettez dans son village, il a un comportement presque normal par rapport aux valeurs du village. Mmh. Vous prenez cet individu, vous l'amenez à Dakar ou à Kaolack ou à Saint-Louis ou à Ziguinchor, alors il se sent autorisé presque à faire n'importe quoi. Le problème pour lui, c'est les struggle for life. Il a envie de réussir et il va marcher sur les autres pour réussir. Et comme il n'est pas armé, parce qu'il n'a pas l'éducation qu'il faut, il n'a pas reçu les enseignements qu'il faut, il n'a pas reçu d'héritage pour, ma foi, s'en sortir, etc. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser tous les raccourcis possibles en passant sur les autres. C'est comme ça que l'on comprend toute l'agressivité qui vient de certains milieux, de certains quartiers. On peut même stigmatiser des quartiers. Souvent, on parle de Grand Yoff, souvent on parle de Pikine, souvent on parle de Guédiawaye, etc. Tout, en réalité, c'est partout pareil.
Vous allez à la Médina, vous allez peut-être, dans une moindre mesure, dans des quartiers comme Fan Résidence, peut-être les Almadies, etc., vous trouverez moins d'agresseurs, en tout cas, habitant véritablement ces sites-là, alors que dans les autres, il y a des honnêtes gens, certes, à Grand Yoff, à Pikine, etc., mais il y a malheureusement un échec, une situation sociale terrible qui prévaut dans ces quartiers-là. Et, ma foi, les jeunes qui sont au chômage, les jeunes qui sont en échec de toutes sortes dans ces quartiers-là, n'ont d'autres moyens de s'en sortir que d'utiliser des raccourcis violents. Ma foi, la violence sociale, à ce moment-là, se généralise, elle se diffuse, etc., etc. Et ça donne une impression terrible. Parce que tout le monde, à ce moment-là, a peur. La peur s'est installée dans notre pays. La peur s'est installée. Elle est même arrivée maintenant à Tamba. Autrefois, on entendait rarement parler d'agression véritablement dans les pays, dans les régions de l'intérieur. Il y en avait plus à Dakar, peut-être à Thiès, etc. Maintenant, il est évident que nous sommes dans une situation où les agresseurs ont vraiment pignon sur rue et, ma foi, tout le monde se sent menacé. Ouais. Voilà. Soumaré, est-ce que ce laisser-aller qui s'est installé durablement dans ce pays, malgré tous les diagnostics qui ont été faits, malgré toutes les enquêtes qui ont été faites, malgré tous les résultats qui montrent pourquoi ça ne marche pas, est-ce que ce n'est pas ça qui fait que beaucoup de Sénégalais sont lassés aujourd'hui, même de penser le pays ensemble? C'est dire que chacun sauve sa barbe. Vous savez, Alassane, moi j'ai vécu dehors, j'ai compris la vie sociale, comment elle est en Afrique, la vie sociale, comment elle est ailleurs. Chacun pour soi, donc dans le Nord, chacun pour soi. Vous avez votre voisin, pendant des années, vous ne dites même pas bonjour, vous passez comme ça. On n'a pas cette même culture ici. Mais comme je disais en préambule, on est dans une société qui a fait, donc on a changé de paradigme, on a fait une transition. On est dans une société de la connaissance. Une société, tout à l'heure, M. Ndiaye parlait de ce problème d'éducation. Dans la société de la connaissance, on parle de connaissance. L'éducation est fondamentale. Absolument. Fondamentale, c'est la base et le nid de tout, que ce soit la connaissance technique, la connaissance technologique, la connaissance des bonnes habitudes. Si maintenant, vous n'attaquez pas ce problème de base qui est l'éducation. Vous avez l'Internet qui arrive, les comportements qui sont en train de changer, vous avez les technologies, vous avez aujourd'hui les jeunes qui se comportent, une uniformisation de la façon de penser, de la façon d'agir. Vous avez un jeune qui est à New York, le jeune qui est donc à Saint-Denis, le jeune qui est ici à Dakar, Guédiawaye ou autre, ils ont les mêmes comportements, les mêmes idoles, parce que le monde est devenu global. Mais nous, on est resté dans nos œillères à comprendre qu'on est spécifique. On n'est pas spécifique parce qu'on ne vit pas en autarcie. On vit dans un monde global. Et donc, le comportement qu'on doit avoir, c'est de réfléchir sur comment réajuster nos comportements globaux par rapport donc à l'extérieur, par rapport à ce que les jeunes vivent au quotidien. C'est-à-dire, ils sont plongés en dehors du Sénégal. Et c'est ça qui fait que cette indiscipline, donc, ils voient comment les jeunes de New York se composent, ils ne respectent personne, ils vont faire pareil. Parce que ça devient un phénomène de mode, un phénomène au niveau global. Mais nous, on a le prisme du local. Et on n'a pas le prisme du glocal. Le glocal, c'est le global et le local. Ce qu'on doit avoir, c'est le prisme du glocal. Global et local. D'avoir une meilleure conception des jeunes aujourd'hui avec les perspectives de vision et de fusion donc qu'ils ont par rapport à l'Internet et nos réalités locales. Et c'est ça qui fait le contexte culturel est préservé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème des insécurités, partout dans le monde, vous allez à New York, vous allez à Paris, vous allez partout. Les problèmes d'insécurité, vous avez partout, ce sont des jeunes, vous allez partout, donc vous avez les mêmes mouvements partout, parce qu'on n'a pas compris que la société est devenue globale. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce comportement que si vous restez dans votre prisme, vous ne pouvez pas comprendre. Vous vous posez des points d'interrogation, parce que vous n'avez pas été éduqué comme ça.
Et vos référentiels, ce sont votre éducation. Et aujourd'hui, les référentiels, ce ne sont plus votre éducation. C'est la techno-éducation. Et c'est ça qui fait que la base, je prenais un exemple que je donne souvent, très simple. Vous prenez 50 milliards que vous avez. Vous construisez une tour très moderne. Ok, vous dites, je vais louer mes appartements à 4 millions. Ok, le commun des Sénégalais ne va pas venir. Le commerçant de Sandaga qui floue, qui ne paye pas d'impôts, il va venir. Mais vous allez avoir votre appartement avec tout ce qui est luxe et modernisme dedans, il va payer 4 millions, mais le jour que vous allez reprendre votre appartement, ce sera comme par exemple là où on gardait les chiens, parce que j'ai vu moi des gens, leur maison, dans la cuisine, ils ont transformé ça en truc pour des animaux. Une porcherie. Oui, et c'est ça le problème, comme je dis, l'éducation est importante dans notre société qu'on a. Donc l'éducation est fondamentale pour vivre dans une économie de la connaissance, dans une société de la connaissance. Si maintenant on ne met pas l'accent sur l'éducation, sur la formation, sur l'éducation civique, sur les bons comportements, on aura mis des trillions et des trillions et des trillions d'argent, donc de CFA, mais ça ne servira à rien, on n'aura pas de résultats à la fin. Et c'est ça qui est malheureux. Oui. Est-ce que justement ce manque d'éducation, cette école publique qui a été complètement tuée, désarticulée par ce qu'on appelle l'éducation de base, les volontaires, les vacataires, par les plans d'ajustement structurel qui ont tué l'école au Sénégal, que nos gouvernants sont incapables aujourd'hui de relever cette école-là, est-ce que ça cause ce qu'on appelle une fragilité psychologique des Sénégalais qui, devant une situation donnée, abdiquent? Comme par exemple ce reportage de la BBC sur le pétrole et le gaz au Sénégal, qui s'arrive aujourd'hui à mettre les Sénégalais dans une situation extraordinaire, sans recul par rapport à beaucoup de choses, même si le fond du dossier n'est pas encore tout élucidé. Écoutez, moi je pense que le problème que nous avons, auquel nous sommes confrontés... Pourquoi sommes-nous fragiles psychologiquement dans ce pays? Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est d'avoir été dépossédés pendant très longtemps et depuis très longtemps. Dépossédés de notre histoire, je l'ai déjà dit, dépossédés de notre culture. Par les colons, par la France? Mais l'occupation coloniale. Et ça a duré très longtemps. Nous avons été fortement, profondément déstabilisés déjà à l'époque de l'esclavage. Après l'esclavage, nous avons la colonisation. Et ce que le tour de force réussi par la colonisation, c'est d'avoir fait en sorte que certaines parties de notre société, certaines catégories sociales, je dirais, ont plus ou moins intégré les valeurs du pouvoir colonial. Et quand nous sommes arrivés à l'indépendance, nous n'avons pas opéré un changement radical pour reprendre en main la situation, reprendre en main donc notre histoire, créer les conditions pour que nous nous investissions dans des projets économiques, sociaux et culturels qui nous concernent véritablement. Justement, l'histoire qu'on enseigne à l'école à nos enfants aujourd'hui, l'histoire écrite par les colons français, est-ce que cette histoire aujourd'hui permet à nos enfants d'avoir confiance en eux-mêmes? Certainement pas. Certainement pas. Il y a tout un ensemble de mécanismes qui ont été mis en place dans les différents secteurs qui ont contribué à nous fragiliser parce que nous ne sommes toujours pas, même ceux qui sont... c'est un peu comme ceux qui sont nés à l'extérieur, les Sénégalais qui sont nés à l'extérieur. Il y a eu plus ou moins un débat entre les footballeurs d'origine, disons, ceux qui sont nés en France, par exemple, et les binationaux, et ceux qui sont nés au Sénégal. Mais ce n'est pas la même mentalité. Vous ne pouvez pas obtenir ipso facto un changement tel qu'il soit suffisamment mobilisé sur la question nationale pour se tuer à la tâche et gagner des matchs. Difficile parce que le travail n'a pas été fait. Effectivement, c'est un travail qui peut être fait. Un travail de changement de mentalité. Mais encore faut-il que, ici, ceux qui sont au Sénégal s'engagent dans cette voie
Et les autres viennent les trouver sur ce terrain-là pour se mobiliser et s'investir également afin de réussir, d'avoir cette capacité, cette force extraordinaire pour réaliser les objectifs de ce pays. Or, cette fragilité psychologique, elle est là depuis très longtemps. On n'a pas pris les mesures qu'il faut pour véritablement mobiliser tout le pays, parce que c'est une mobilisation à la fois de la direction de ce pays, de toute la population, sur de longues durées qui peuvent provoquer véritablement ces changements fondamentaux dont nous avons besoin pour nous sentir pleinement sénégalais, pour nous sentir pleinement africains et avoir la force de nous opposer à tous ceux qui viennent de l'extérieur pour nous brimer encore une fois. Donc moi je pense que effectivement il y a un travail formidable qu'il faut réaliser. On ne l'a pas encore fait et je pense que aujourd'hui on parle de pétrole dans ce pays. On parle donc de ressources naturelles que nous découvrons qui peuvent apporter énormément à ce pays. Mais le problème, c'est que moi, je suis relativement pessimiste. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas préparés pour que nous ne soyons pas encore une fois dépossédés de toutes les ressources que nous avons découvertes en ce moment. Et c'est une opportunité en tout cas. Et c'est là où je fais appel, moi, personnellement, à tous ces Sénégalais qui ont des moyens, qui ont des moyens de production, qui ont des ressources, etc. Que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan intellectuel, qu'ils se mettent ensemble pour se battre de façon unitaire, parce que le pays leur appartient. Et je pense que, par exemple, si nous prenions le problème de l'emploi, mais qui doit embaucher dans ce pays? Mais ce sont ces gens ces Sénégalais, propriétaires d'entreprises, de sociétés importantes, etc. Mais à condition qu'ils se mettent ensemble, qu'ils élaborent ensemble un projet pour développer ce pays. Et c'est en développant ce pays en tant que Sénégalais, en ayant donc le contrôle de tout notre projet national, que ces gens-là pourront créer des emplois en masse pour embaucher les jeunes, les mettre dans des conditions de réussite et les mettre donc dans une trajectoire absolument positive pour s'en sortir. C'est à cette condition. Mais autrement, effectivement, cette fragilité, elle est là, elle est structurelle. Elle est structurelle. Ahmad Soumaré, vous êtes spécialiste de l'intelligence économique. Il y a eu des réunions qui ont été tenues. Certains pensent qu'aujourd'hui qu'il faut appliquer le service militaire obligatoire au Sénégal pour changer de comportement et de mentalité. Est-ce qu'il est possible que le service militaire obligatoire puisse un peu aider les jeunes à mieux se comporter, à avoir un civisme aujourd'hui beaucoup plus élaboré, mais tout en n'oubliant pas l'élite qui dirige le Sénégal aujourd'hui, qui doit avoir aussi un comportement exemplaire dans la façon de gérer les ressources du pays? Oui. Quand vous parlez de service militaire, vous revenez sur le point dont on a touché, qui est le civisme. Un militaire ne va pas aller sur le terrain se battre sans comprendre pourquoi il se bat. Donc il y a le civisme qui est là, qui est fondamental dans le développement. Deuxième point, vous parlez de politique. Nous avons, comme je le disais tout à l'heure, développé notre pays à partir des politiques. Ça veut dire quoi? Depuis l'indépendance, tout ce qu'on entend, toutes les personnes qu'on entend, ce sont des politiques. Et les gens pensent que pour pouvoir réussir dans ce pays, pour pouvoir faire, il faut la politique. Mais dans l'économie de la connaissance, je reviens sur l'économie de la connaissance, qui est aujourd'hui l'économie dans laquelle nous vivons, le politique, c'est fini. Aujourd'hui, nous devons avoir des technico-politiques. Ça veut dire quoi? Des personnes qui font la politique, qui sont des patriotes comme vous et moi, qui ont leur civisme, mais qui ont leur connaissance managériale, d'organisation, leur connaissance managériale, donc au niveau de tout ce qui concerne l'aspect donc du management, appliqué à
leur culture et leur civisme pour développer le pays. Il ne suffit pas aujourd'hui de dire que je suis dans la politique, je suis dans un parti et que je veux développer le pays. Ça, c'est vrai, on se trompe. On se trompe littéralement, on est complètement sur la touche. Et ce problème, malheureusement, il est jusqu'à présent actuel parce qu'on n'a pas changé de paradigme. On est toujours dans le même, donc le chaise, le confort donc de votre fauteuil. Vous ne pouvez pas vous lever parce que demain vous pouvez vous retrouver sur des strapontins. Et c'est ça qui fait peur. Et c'est ça qu'on doit casser complètement. On a une diaspora qui est l'une des plus formées donc d'Afrique. On doit les insérer dans ce que nous faisons. Mais si, au niveau de cette approche de civisme, on ne l'a pas, ce que je disais tout à l'heure, quand vous voyez au niveau du Sénégal, au niveau de Dakar, peut-être, je parle même Sénégal, de Dakar qui est la capitale, vous voyez, la plupart, ce ne sont pas des Sénégalais qui sont en train de dérailler. La plupart, ce sont des étrangers. Je ne suis pas xénophobe. Mais, donc, quand je vois, donc, les pousse-pousse qui sont à Dakar, qui heurtent les fauteuils, les voitures, et ces gens n'ont rien, ni assurance, ni rien du tout. Vous voyez les jeunes dames qui sortent de je sais pas de quelle, je veux bien l'UEMOA, la libre circulation, mais on n'ose pas, à 100 mètres du palais, avoir des dames avec leurs gamins qui demandent le truc. C'est inadmissible. Il y a des choses qui ne vont pas. Ça, c'est pas en concomitance avec les milliards que nous jetons pour développer le tourisme. Donc, il y a ce problème-là qui se pose. Notre civisme, nous avons, je pense que le service militaire est obligatoire. Est obligatoire, même si c'est... Mais pas appliqué. Mais je dis, même si c'est... Parce qu'en France, ils l'ont fait. Parce que ça coûte cher. Est-ce que l'État a les moyens de le faire? Non. L'État doit avoir les moyens de le faire. Ça veut dire que c'est du patriotisme civique qu'on doit faire. On va prendre des jeunes pour les impliquer dans le développement, ne serait-ce que pendant une semaine ou pendant 2 semaines qu'ils vont aider les gens au niveau du Sénégal, que ça soit planter des arbres, truc des agriculteurs, mais que ça soit une action civique, que ça soit une contribution dans ce que quelqu'un peut donner à sa nation. Ce n'est pas en soi, parce qu'on est dans le collectif. Mais si, donc, chacun ne se sent pas concerné dans ce qui se fait, votre radio aussi, la personne ne se sent pas concernée en étant à l'intérieur, j'ai dit, bon, c'est le management qui va développer le truc, on s'en fout, ça ne marchera pas. Il n'y a aucun pays, j'ai dit, aucun pays ne peut se développer seul avec un gouvernement. C'est faux. C'est tout à fait faux. Dans notre démarche d'intelligence économique, nous avons 3 piliers qui sont l'État, les entreprises et la société civile. Mais si on n'a pas cette interaction, l'État a son rôle de facilitation des lois et autres. Les entreprises ont leur rôle. Une fois que l'environnement est facilité, qu'ils peuvent en ce moment donc embaucher, faire développer le pays. Les civils, les organisations société civile ont leur rôle. Ils ont un rôle de contrôle, ils ont un rôle donc de participation dans ce qui est donc civisme à la base. Chacun a son rôle, mais c'est cette articulation qui fait qu'aujourd'hui on peut faire émerger quelque chose. Mais si chacun reste de son côté, il croise les bras, il dit bon, le gouvernement va faire le truc, le gouvernement ne fera rien. Même avec 50 trillions de CFA, ils ne pourront rien faire. Parce que si chacun plie son bras et ne s'implique pas dans le développement, le pays n'ira pas très très loin. Et c'est ça le problème. Oui, c'est ça l'inquiétude aujourd'hui dans ce pays où le Sénégal était connu avant comme étant un pays de consensus. Mais on est dans une situation où on a l'impression que chacun maintenant fait ce qu'il veut, se comporte comme il veut, réfléchit comme il veut, et se vit en autarcie, entre guillemets, malgré cette solidarité dite au Sénégal, mais hypocrite. Mais tout à fait. Parce qu'il y a, une sorte de dysfonctionnement dans notre système d'éducation. Le dysfonctionnement s'explique parce que... Le pays est malade, hein? Le pays est profondément malade. Les gens vous parlent de valeurs. Mais en même temps, ces valeurs qui sont censées structurer notre système d'éducation, donc notre mentalité, on les réfère à des situations qui sont... Mais c'est ce que disait M. Soumaré. Mais ce n'est plus possible. On ne peut pas retourner 100 ans, 200, 1000 ans derrière en matière d'éducation. Nous avons certes des valeurs qui ont été forgées à ces époques-là. Ces valeurs-là, nous devons les repenser effectivement. Nous devons en parler. Il doit y avoir une grande et large discussion sur
une période plus ou moins longue, non seulement entre les spécialistes de ces questions-là, mais au niveau de toute la société, parce que chacun a son mot à dire, et je pense que quand il y a ce genre de situation, cela suppose qu'il y a un État. Vous pensez qu'il faut qu'il y ait une création de référentiel de valeurs partagées par tout le monde, absolument, à la limite un manuel pour les Sénégalais. Mais absolument. Et nous, à ce moment-là même, dans tous les domaines, que ce soit les langues nationales, il faut une académie, des experts, et que ce soit un travail suivi. Parce que même la langue est importante. Il faut que les gens soient en cohésion, qu'ils comprennent ce que l'autre veut dire avec tel mot. Alors que nous n'avons pas d'académie, nous n'avons pas écoutez, même une grammaire simplement commune dans chaque langue, on ne l'a pas. Donc il faut effectivement qu'il y ait un travail profond réalisé dans ce pays, dans tous les domaines relativement à l'éducation, à la culture, etc., pour que nous puissions nous projeter sur ce qui existe déjà. Nous avons reçu la technologie, mais de façon individuelle. Chacun en fait ce qu'il veut. Et le résultat, c'est que à ce moment-là, c'est les comportements pervers qui l'emportent dans l'utilisation de cette technologie. Les réseaux sociaux, comme insultes, tout le monde s'en plaint, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour préparer les gens à recevoir cette nouvelle culture glocale, comme disait M. Soumaré? Non, nous n'avons rien fait pour préparer nos populations à ça. Résultat, mais vous voyez des femmes et des hommes analphabètes issus récemment du milieu rural, confrontés à ces technologies et qui les utilisent à leur façon. Mais qu'est-ce que vous ne pouvez rien, parce que rien n'a été fait pour les préparer à ça. Résultat, donc nous avons une société qui est complètement dysfonctionnelle. Et à mon avis, non seulement à ce moment-là, l'État doit se ressaisir, mais également une chose, l'État doit s'appuyer sur les nationaux propriétaires et créateurs d'entreprises en leur fixant, comme le disait M. Soumaré, le cadre, ma foi, qui facilite leur activité, parce que fondamentalement, il faut occuper les Sénégalais dans des activités qui soient rémunératrices. Or, un emploi dans une société, dans une entreprise, dans l'industrie, etc., nous ne sommes pas propriétaires. C'est pourquoi je dis que nous ne sommes pas propriétaires de rien du tout. Les entreprises ne nous appartiennent pas. Elles sont jusqu'ici, mais au moins à 90%, propriété étrangère. Qu'est-ce qui nous appartient dans ce pays? Mais nous sommes toujours en situation de dépossession. Comment voulez-vous à ce moment-là faire des discours? Mais non, ce n'est pas possible. Même les intellectuels, les universitaires, etc. Mais chacun se contente d'avoir sa situation douillette, plus ou moins, parce que c'est même plus tellement sécurisé. Et la population globalement se trouve donc laissée pour compte. Oui. Non, moi je pense qu'effectivement il y a un travail de réappropriation à faire dans ce pays et je compte beaucoup sur le secteur privé national pour tout faire pour que le pouvoir le prenne en compte, que le pouvoir les conforte dans l'appropriation des moyens de production afin que, ma foi, notre économie, c'est à cette condition que notre économie peut marcher. Et si notre économie marche, s'il y a des emplois, c'est la condition qui permettra l'épanouissement dans ce pays, l'épanouissement de tous les secteurs de notre société. Autrement, nous ne
nous continuons à faire des discours, chacun, ceux qui peuvent réussir pour leur propre compte, feront des discours et ensuite rentreront chez eux tranquillement, contents d'avoir tenu un certain langage. Bon, mais ça ne fait pas avancer le pays. Faisons avancer le pays et pour cela, il faut que le pays soit dirigé par des nationaux qui véritablement se préoccupent en priorité des objectifs à atteindre pour que l'économie nationale appartienne aux nationaux, que les jeunes soient embauchés par ces entreprises nationales et que tous ceux qui veulent créer quelque chose, ceux qui veulent prendre des initiatives soient soutenus pour réaliser leurs rêves et leurs projets. Je pense que c'est à cette condition que nous arriverons véritablement à faire en sorte que le civisme, par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé du service militaire. Le service militaire peut avoir du bon, mais il faudrait que le contenu soit repensé pour que, à ce moment-là, l'éducation, si elle a été plus ou moins ratée au niveau avant le service militaire, que le service militaire permette au moins de développer le sentiment patriotique. Parce que c'est ce sentiment patriotique qui permettra véritablement de fonder les conditions d'un développement dans ce pays et les conditions d'un comportement correct, d'un comportement, ma foi, qui finalement fera du Sénégalais un honnête homme, un citoyen honnête. Parce qu'à l'heure actuelle, malheureusement, il faut le déplorer, il n'y a pas beaucoup de Sénégalais honnêtes parce que les conditions de l'honnêteté, ça se crée, ça s'apprend. Si quelqu'un qui est complètement aux abois, qui n'a même pas de quoi manger son repas du soir ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou se soigner, ou régler tel problème urgent, etc., demandez-lui d'être honnête et vous verrez ce que ça va donner. Oui, vous aurez juste des déclarations, mais pas plus. Ousmane Sembène disait dans son film Le Mandat, l'honnêteté est devenue un délit au Sénégal. Aujourd'hui, par rapport justement à cette situation, est-ce qu'on a une stratégie claire pour sortir du pays de l'ornière? Parce qu'on a l'impression que dans la sous-région, beaucoup de pays réfléchissent. Il y a un minimum de consensus autour de l'essentiel. Mais ici au Sénégal, il y a un problème de confiance entre les acteurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient médiatiques, qu'ils soient maraboutiques, qu'ils soient je ne sais pas quoi. Mais, oui, moi, je pense qu'une société, une entreprise, une personne physique ne peut pas donc avoir une certaine réussite s'il n'y a pas de stratégie. La stratégie, c'est la base. L'État doit avoir un projet donc d'intelligence et de veille sociétale. C'est à partir de cette intelligence veille sociétale que vous mettez un plan de développement sociétal qui va regrouper l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect politique, l'aspect culturel, l'aspect environnemental. Et aujourd'hui, ce projet, on l'a, c'est le PSE. Oui, qui n'est pas partagé par tout le monde. Mais on l'a. On l'a, il est là. Maintenant, je ne dis pas qu'il est parfait, mais il est là. On a au moins l'ossature de quelque chose où on met beaucoup de milliards chaque année. On l'a. On ne va pas le mettre de côté. Et l'évaluation de tout ça, oui, non, mais j'ai dit, l'évaluation va se faire. L'évaluation, parce que vous ne pouvez pas mettre des milliards sans évaluation, ça c'est sûr. Parce que... c'est souvent le cas au Sénégal, hein, on n'évalue rien. Hein. Oui, mais j'ai dit que la société est en train de changer. Ce que vous avez vu il y a 5-10 ans et aujourd'hui, ne serait-ce qu'au niveau de votre profession, les gens donc, sont beaucoup plus conscients, ils posent des questions sur la table. C'est pourquoi je disais que l'évaluation va se faire, parce qu'on ne peut pas dépenser des milliers, des trillions de CFA et qu'on ne donne pas l'évaluation. Et le Sénégal, je vous rappelle, est membre, donc a signé en 1995 sur la réduction de comptes, la gestion axée sur les résultats, qu'à partir de l'année prochaine, ça devient une culture de résultats. Donc c'est obligatoire, le Sénégal l'a déjà signé. Donc à partir de là, aujourd'hui, si vous n'avez pas de stratégie, vous ne pouvez pas réussir votre projet. Parce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous n'êtes pas né avec la connaissance managériale.
Vous avez appris à comprendre quels sont les coûts directs, les coûts indirects, quels sont les coûts fixes. Vous n'êtes pas né avec. C'est même l'analphabète. Quand on dit d'analphabète, ce sont des gens qui ne sont pas analphabètes. Donc, ils n'ont pas fait peut-être les universités francophones, mais ils ne sont pas analphabètes. Lorsqu'ils sont dans leurs affaires, ils savent savoir donc fixer un seuil de rentabilité, avoir des charges fixes, des charges variables, de savoir à quel point le seuil de rentabilité, le break-even point sur lequel ils peuvent fixer leur prix pour avoir des bénéfices. Ils savent le faire, mais ils savent le faire par rapport à l'expérience. Comme j'ai dit, aujourd'hui, nous avons une courbe d'apprentissage qui fait que nous devons comprendre comment marchent les choses, et nous avons aujourd'hui autant de capacités, nous l'avons fait aujourd'hui pour pouvoir donc accéder à quelque chose. Et c'est ça qui fait que, donc, dans nos projets de société aujourd'hui, si nous parvenons à imposer la culture de l'évaluation, la culture du civisme, la culture donc de l'intelligence collective, si on le fait, donc on peut réussir quelque chose. La société n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite, mais l'évolution du monde change au fur et à mesure. Elle ne nous attend pas. Mais comment instaurer cette intelligence collective dans ce pays? Mais c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. On peut imposer cette intelligence collective dans la mesure où on a déjà un problème de savoir il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est de maintenant poser les solutions et les préconisations. Les solutions, tout à l'heure, vous avez dit en préambule, les aléariens, le mental. Le mental, c'est ce qui est fondamental dans toute chose. Un boxeur qui vient sur le ring, il a beau faire ses entraînements, vous êtes tous poids lourds. Si le mental flanche, c'est comme s'il était poids léger. Et le mental est important. Si vous avez le mental, vous pouvez avancer. Et le mental, c'est pourquoi tout à l'heure, je mets le mental par rapport au civisme, par rapport au patriotisme. Si quelqu'un connaît la valeur de l'hymne national, la valeur du drapeau, et pourquoi il se bat, il va se battre comme un lion, entre guillemets. Mais si quelqu'un s'en fout, il vient pour passer le temps, c'est autre chose. Si, donc, dans ce que vous venez de préconiser tout à l'heure sur le service militaire obligatoire, d'autres l'ont fait. Donc, ne serait-ce qu'un mois, ou 3 semaines, ou 2 semaines, où la personne est impliquée sur le devoir civique, d'aller faire un devoir public, et qu'à partir de là, il a une certaine prise de conscience de se lever tôt, de se coucher tard, de servir, donc de donner sa connaissance et sa compétence au service des autres. Et là, il comprend qu'est-ce que c'est que l'utilité de l'intelligence collective. Même ce qui fait que chacun donne par rapport à ce qu'il a comme compétence, comme connaissance et comme expérience. Et ça, c'est fondamental dans une maison. Si vous avez votre maison ici, vous faites le ménage chaque matin, d'autres viennent jeter leur mégot. Mais ça sert à quoi d'avoir des poubelles? Les gens ne peuvent pas les poubelles, ils jettent tout par terre. Ils jettent les papiers par terre. Et ce que vous voyez dans la rue, c'est comme ça. Quelqu'un qui roule en voiture, il jette. Et pourtant, c'est pas un nigo. C'est quelqu'un qui est bien éduqué, mais ils n'ont pas ces réflexes. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous devons changer de comportement, changer donc de paradigme et changer aujourd'hui comment on veut développer notre société de demain. M. Ndiaye, comment travailler le mental pour que les Sénégalais soient des gagneurs? C'est tout à fait possible. Nous avons effectivement un lourd passé d'échecs. Ça, il faut le dire. C'est ce qu'on a fait depuis le début, déplorer tous les échecs, tous les passifs qu'il y a eu dans ce pays. Mais, sincèrement, je ne prêche pas pour ma chapelle, mais ce problème relève aussi de la psychosociologie. Et un domaine de la psychosociologie qui est considérable et qui est très adapté à notre pays, c'est le changement de mentalité et de comportement. C'est un domaine, effectivement, que la psychosociologie a beaucoup travaillé et il est possible, à tous les niveaux, de travailler au changement de mentalité et de comportement. On peut le faire pour la haute hiérarchie de l'État, les différents ministères, les cadres, etc., les cadres des différents ministères, on peut travailler, mais il faudrait encore qu'au départ, il y ait une commande. Or, cette commande-là, c'est la haute hiérarchie qui doit la faire et qui doit veiller à ce que les consultants, les intervenants soient effectivement bien accueillis
et qu'on les écoute. Oui, absolument. Si on le faisait, écoutez, je vous assure qu'il y a des techniques qui permettent de travailler à faire en sorte que les gens changent de mentalité. Et toutes les croyances desquelles on est parti, qui remontent à des siècles ou des millénaires, peuvent être revues, discutées pour les adapter à la réalité du monde moderne. Voilà. C'est tout à fait possible. Le temps que j'ai parti est terminé. Merci infiniment à M. Ousmane Ndiaye, psychosociologue spécialisé en psychologie des organisations et du travail, consultant audit organisationnel. Merci à Amat Soumaré, spécialiste de l'intelligence économique. Au micro, Alassane Sambodjoub, à la technique, Aliou Diassé, à la caméra, Sidignan. Merci, bon dimanche à tous. Each and every one, in their hearts a burning